Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Non, l'argent ne dort pas, il pollue. Enfin, pas toujours et heureusement. Attendez, je vous explique. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode qui a été pensé et réalisé en collaboration avec la NEF dans le cadre de la semaine consacrée à la finance solidaire. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur cet épisode et je suis très contente de pouvoir enfin vous le proposer. Depuis 1988, la NEF soutient des projets sociaux, écologiques et culturels. Cette banque coopérative éthique a contribué à la réussite de dizaines de projets dont vous avez sûrement déjà entendu parler au micro de Basilic, tels que l'Amazona, Loom, Éthicable, Action contre la faim et j'en passe. Aujourd'hui, pour vous parler de finances solidaires et écologiques, je vous propose d'écouter une table ronde en compagnie de 3 invités aux profils très différents. Tout d'abord, il faut savoir que l'une des particularités de la NEF, c'est notamment la présence de banquiers itinérants sur l'ensemble du territoire. Alors, dans cet épisode, Victor Grange, banquier itinérant à la NEF, nous raconte son quotidien et nous explique les particularités de son métier quelque peu hors du commun. À ses côtés, Yvan Chaleille, directeur commercial de la NEF et membre du directoire, nous rappelle les fondements ainsi que les engagements de cette banque coopérative éthique. Il revient également sur le mouvement Big Bank, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est vu comme l'opportunité de participer à l'émergence d'une nouvelle banque en France. Une banque 100% éthique et indépendante de tout groupement bancaire. Enfin, aux côtés de ces 2 salariés de la NEF, vous entendrez Maillet, fondatrice de la boulangerie lyonnaise Bonomia, dont le projet a été financé par la NEF. Cela me tenait vraiment à cœur de mettre en lumière un projet qui a été porté par la NEF afin que vous puissiez mieux comprendre les actions directement menées par cette banque. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de prendre conscience que notre argent a un impact. Belle écoute à vous. Bonjour à tous les 3, je suis très heureuse de vous avoir réunis autour de la table aujourd'hui pour parler de finances éthiques et responsables. Je vais vous inviter à vous présenter avant qu'on plonge dans le vif du sujet. Maillet, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Madje, je suis boulangère, néo-boulangère et je suis gérante d'une boulangerie qui s'appelle Bonomia sur les pentes de la Croix-Rousse. Depuis 1 an et demi, et c'est une boulangerie qui est 100% levain naturel, bio. Génial, ça donne envie. Merci. Yvan? Bonjour, je suis Yvan Chaleille. Je suis un des 2 membres du directoire de la NEF, donc qui compose la direction générale. Je suis aussi directeur commercial et ça fait presque 18 ans que je travaille à la NEF. Bonjour, Victor Grange. Donc moi, je suis banquier itinérant sur le département du Rhône, de la Loire, et je m'occupe aussi de l'Auvergne. Et moi, ça fait 16 ans que je suis à la NEF. Parfait, merci à tous les 3. Alors je pense que les auditeurs et les auditrices se demandent déjà ce que signifie ce terme de banquier itinérant, mais on y reviendra. Je voudrais qu'on commence avec toi, Madje, pour cette ouverture de boulangerie. Tu as choisi d'être financée par la NEF. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, en tant qu'entrepreneuse, tu as fait ce choix. Alors j'imagine que tu es assez engagée vu le commerce que tu as ouvert, mais pourquoi est-ce que tu as fait le choix de te diriger vers la NEF? Est-ce que tu avais un peu conscience de ce que cela représentait en termes d'impact et d'empreinte écologique? Déjà parce que la NEF, c'est une banque, comme tu l'as dit, itinérante. Après, je laisserai le monsieur expliquer. Mais en fait, c'est une banque qui a beaucoup de valeurs qui me correspondent. C'est une banque en fait, qui marche sur la transparence, sur aussi des projets sociaux, plein de projets qui ont un impact sur l'environnement, sur l'éthique. Et c'est ça, en fait, aussi qui représente la boulangerie pour moi. C'est quelque chose qui doit être transparent envers tout le monde. Et c'est la NEF, en fait, qui m'a permis, en fait, de vraiment avoir ces projets avec vraiment des bases qui correspondaient à ce que moi, je voulais aussi que les autres voient.
Et pour moi, c'est une banque qui est éthique, qui a des valeurs et surtout qui est transparent à 100%. Et ça, c'est super important pour moi. Quand tu dis transparent, comment est-ce que tu le ressens au quotidien ou comment tu as eu cette impression de transparence? C'est intéressant. Parce qu'en fait, nous, on peut regarder tous les projets en fait, qui sont en cours. On peut, entre guillemets, choisir aussi à quel projet nous on va soutenir. Et en fait, ça ne se fait pas avec les banques traditionnelles. Et c'est qu'avec la nef qu'on peut regarder ça. Et en fait, ça fait plaisir de savoir où tu vas à qui tu vas soutenir. Et je sais en fait qu'il y a des projets qui sont super intéressants que je sais qu'ils sont la nef. Ils n'auraient pas pu en fait voir la lumière du jour. Et c'est ça aussi avec la nef, c'est qu'on a un soutien qui est pas du tout conventionnel. Je pense que c'est une banque aussi qui croit et qui soutient ces valeurs que pas toutes les banques traditionnelles ont. Enfin, c'est cet soutien vers vraiment les valeurs. Par exemple, que pour une banque traditionnelle, il n'y a pas beaucoup de sens. Par exemple, des boulangeries bio qui font pas des croissants comme moi. Ou par exemple, des marques éthiques, des commerces qui soutiennent les commerces éthiques. Et ça, pour la nef, il y a un sens, pour moi aussi, mais pas pour les autres banques. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était tout de suite me diriger vers la nef. Oui, c'était un partage de valeurs, en fait. Oui, exactement. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Yvan, est-ce que vous voulez un peu nous expliquer ce que ça signifie, cette notion de banque éthique, de banque engagée? On sent, quand on écoute Madja en parler, que c'est très fort chez elle et très important pour elle. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne connaissent pas encore la nef? Bien, effectivement, c'est bien résumé par Maïe. Je pense que l'idée de transparence, c'est quelque chose qui est dans ce qu'on pourrait appeler l'ADN d'une banque éthique, c'est-à-dire d'utiliser l'argent à la base comme un outil et pas comme une fin en soi. Donc à partir du moment où on l'utilise comme un outil, ça peut être tout à fait transparent. On va avoir d'un côté des épargnants qui ont envie d'avoir une action avec leur argent, de reprendre une responsabilité sur leur argent, et la nef va leur permettre de placer cet argent, de décider vers un secteur en particulier vers lequel ils souhaiteraient que cet argent soit orienté. Et nous, notre responsabilité à nous, on leur demande eux d'agir en responsabilité, et notre responsabilité à nous, c'est de leur dire à la fin de l'année, et même tout au long de l'année, avec une cartographie des prêts, avec un petit fascicule, tout ce qu'on a fait avec leur argent et grâce à leur argent toute l'année. Donc on essaye avec une forme de transparence, mais aussi quelque chose une intermédiation, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation en banque, c'est-à-dire on transforme de l'épargne en crédit de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que c'est un peu comme un réseau d'AMAP ou d'autres. C'est du circuit court, vraiment du circuit court de la finance. Mon épargne sert à financer des projets. Quand mon épargne ne sert pas tout de suite à financer un projet, elle est mise en trésorerie. Donc c'est-à-dire que c'est très simple, avec la nef, il y a cette idée de simplicité, d'explicitation de ce que peut être justement la finance éthique. C'est en général, même un non-initié peut comprendre le bilan de la nef en quelques minutes. Nous avons des produits d'un côté d'épargne classique. Avec ceci, nous faisons des prêts uniquement écologiques, sociaux ou culturels. Ça, c'est aussi une des valeurs très fortes. Il y a donc cette transparence, ce circuit court, cette pédagogie et le fait, évidemment, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça, de vouloir quand même participer à une transition, à changer le monde. Et la finance est quand même, l'argent d'une manière générale, est ce qui passe par les poches de tout le monde. Et donc, si on agit sur l'argent, on peut avoir un impact global sur la société. Et c'est ça qui a présidé à la création de la nef il y a presque 40 ans. Et c'est ça qui fait que la nef est en très forte croissance, parce qu'il y a une prise de conscience vraiment de plus en plus importante de l'opacité des banques classiques, de l'impact que l'on peut avoir quand on décide d'être acteur. Il y a plein de façons d'être consommateur, mais on peut aussi l'être avec l'argent et avec sa banque. Ce qui signifie qu'il y a une réelle communication en fait entre les emprunteurs, si je comprends bien ce que vous dites, entre les emprunteurs et la banque, ce qui est complètement inédit dans le secteur bancaire finalement.
Oui, et je pense que ça, c'est aussi très lié. Alors déjà, comme je vous disais, le côté circuit court fait que c'est facile d'être transparent parce on sait quoi dire. On peut repenser à la crise de 2008 où les banques ne savaient pas ce qu'il y avait dans leur bilan. Bon, nous, on ne se pose pas cette question-là. Donc, c'est beaucoup plus simple de dire il y a une boulangerie rue des Pierres Plantées que Maillet propose avec tel et tel type de produit. On peut le proposer du jour au lendemain à tous nos sociétaires lyonnais qui deviennent eux-mêmes des consommateurs. Et c'est vrai que tout cela est aidé par un principe fort chez nous qui est le statut, le principe coopératif. On s'est créé d'abord sous forme associative, mais très vite on a basculé sur une coopérative. Et on va dire que ce n'est pas un statut de paille, c'est un vrai statut très fort avec une volonté de développer une forme de démocratie participative la plus forte possible. Et donc, un épargnant doit savoir ce qui est fait de son argent et doit pouvoir être un consommateur d'un emprunteur. Un emprunteur doit savoir d'où est venu l'argent qu'il a utilisé. Et donc, on a des banquiers itinérants sur tous les territoires qui font, par exemple, des visites d'emprunteurs avec des sociétaires, justement pour se rendre compte qu'est-ce que c'est ma banque. Ma banque, c'est pas qu'une vitre blindée, un costume. Ma banque, c'est aussi faire des visites pour aller rencontrer tous les projets qui ont été financés. C'est ça le vrai lien que peut proposer la nef par rapport à l'utilisation de son argent. On comprend bien la finalité et en quoi c'est important d'être engagé au type d'une banque comme la nef. Par contre, peut-être que ça pourrait être intéressant de revenir un peu sur justement ce monde économique, vous avez dit, qui est assez opaque, et d'avoir conscience que si ce ne sont pas des projets éthiques et engagés qui sont financés, qu'est-ce qu'on finance ? Alors, on en entend parler de plus en plus. Les banques traditionnelles ont été nettement pointées du doigt par les militants. Quel est l'impact aujourd'hui de notre argent si on est en dehors de ces systèmes coopératifs ? Alors déjà, quand on fait son bilan carbone, parce que c'est quand même à la mode de faire son bilan carbone aujourd'hui. C'est un bon exercice. Oui, c'est un très bon exercice. On peut se rendre compte très rapidement que selon que nos quelques euros, quelques milliers d'euros d'épargne, si on les a placés dans une banque classique, qui investit elle-même dans le gaz, le charbon et toutes les énergies brunes, ou dans une banque éthique, c'est aussi important que ce que l'on fait de nos transports, ou ce que l'on fait de notre alimentation, ou ce que l'on fait de notre consommation d'énergie. Donc déjà, la banque en tant que telle et l'endroit où on place son épargne a un impact très fort. Peut-être quelques chiffres pour illustrer tout ça. En France, il y a à peu près, alors les chiffres évoluent évidemment, mais entre 5 000 et 6 000 milliards d'euros d'épargne. Les Français détiennent à peu près ça. Alors c'est tout, c'est un livret nef aussi bien qu'une assurance vie. Dans ces 5 à 6 000 milliards, on a 25 milliards seulement qui sont considérés comme de l'épargne solidaire. Voilà, donc déjà 25 sur 5 000, on se rend compte qu'on a encore un tout petit peu de chemin. Et ensuite, ces 25 milliards d'épargne solidaire, donc qui sont notamment de l'épargne salariale. Pour les personnes qui sont salariées, leur entreprise peut avoir des accords pour placer une partie de leur argent dans des entreprises solidaires. Sur ces 25 milliards d'épargne solidaire, il y en a seulement 3 milliards qui sont réellement investis dans des projets comme le projet de Maget. Sur ces 3 milliards, la nef, c'est à peu près un quart de cela. Ça veut dire qu'un quart presque de l'investissement solidaire en France est fait par la nef, qui est un des plus petits établissements de France. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'impact de l'épargne solidaire est extrêmement faible, mais ça veut dire aussi, si on voit le verre à moitié plein, qu'en changeant nos habitudes d'épargne, on est capable de changer le monde, mais quasiment du jour au lendemain. Donc c'est ça qui, nous, en tout cas, nous amène beaucoup d'espoir. C'est qu'aujourd'hui, les banques, et notamment les banques françaises, sont en tête des financements européens d'énergie brune. C'est, je ne sais plus, 80 milliards sur les 5 ou 6 dernières années. Donc c'est énorme. Mais si nous... épargnants responsables, on décide de transférer notre épargne, on est capable, avec des établissements comme la nef, et j'espère comme d'autres demain, j'espère qu'on va pouvoir donner l'envie à d'autres d'être d'autres banques éthiques sur le territoire, on est capable de changer, alors peut-être pas du jour au lendemain, mais en quelques années, le visage de la finance et de financer du vert et plus du brun. Ça fait rêver, en effet. Victor, vous le disiez en préalable de cet épisode, vous êtes donc banquier itinérant, vous allez à la rencontre de ces emprunteurs et de ces emprunteuses que soutient la nef. Comment est-ce que ça se passe et est-ce que pour ces emprunteurs, justement, l'aspect
écologique, l'impact de leur argent est un sujet de discussion et surtout vraiment une volonté. C'est la volonté principale pour laquelle ils veulent rejoindre la nef. Alors, comment ça se passe? Nous, on a pour habitude de dire qu'on n'accueille pas les clients chez nous, mais nous, on va chez les clients. Donc, l'idée du banquier itinérant, c'est d'aller à la rencontre des porteurs de projets directement sur place, donc aller voir le local, rencontrer la personne et se faire une idée du projet, ce qui crée une relation de confiance et dès l'origine de la rencontre, un peu différente d'une banque classique. Donc ça, c'est en amont de l'emprunt. Tout à fait. Avant l'emprunt, donc on va rencontrer la personne et ce que nous, on va regarder, c'est, on va dire, l'éthique du projet, dans le sens où nous ne finançons que des projets dans les domaines sociaux, culturels et environnementaux. Donc c'est un préalable à ce que l'on puisse aller sur le dossier. Et ensuite, on va faire une analyse financière, puis du projet, etc. Donc c'est vraiment pour nous la première chose qui va être mise en avant. Alors comment les emprunteurs le perçoivent? En général, ils viennent nous voir parce qu'ils savent que nous, on aura une écoute un peu différente d'une banque classique parce que on est sur des secteurs un peu particuliers et du coup, on va connaître beaucoup mieux ce secteur-là. C'est-à-dire que la boulangerie bio au levain, c'est une toute petite partie de la boulangerie et du coup, on sait de quoi on parle. On sait que c'est pas en vendant forcément que des croissants qu'on va pouvoir faire l'activité. Donc, on va avoir ce lien-là. Et en fait, dans beaucoup d'autres secteurs, ça peut être l'épicerie bio, ça peut être la vélomobilité, ça peut être d'autres choses. On a une écoute, on a une manière d'appréhender le projet qui va être un petit peu à la marge de ce que font les banques. Et cette relation-là, on la trouve en fait qu'à la nef. Et c'est ce qui fait que les emprunteurs souvent nous viennent chez nous parce qu'ils sont recommandés par d'autres personnes du même milieu, quoi. Ça crée un écosystème en fait. Tout à fait. Et on essaye justement de l'entretenir, entre guillemets, dans le sens où on est très content de publier l'intégralité des projets pour que nos emprunteurs sachent « Ah tiens, lui il fait ça, et peut-être ça peut être mon fournisseur ou ça peut être mon client ». Et notre objectif, c'est aussi qu'il y ait un lien entre emprunteurs qui se crée après. Et comme on le disait tout à l'heure, on crée ce lien avec les sociétaires. Et donc, ça fait un écosystème entre épargnants, entre emprunteurs. Enfin voilà, ça fait quelque chose de très global. C'est assez sympa, on peut faire tout son shopping. Quasiment. Maillé dans la boulangerie Bonomia, donc à Lyon. Est-ce que justement tu as ressenti cet écosystème dont nous parle Victor? Est-ce que tu as pu échanger avec d'autres emprunteurs? Peut-être avoir des conseils aussi, parce que tu le disais, ça fait qu'1 an et demi, donc c'est un projet assez jeune. Oui, en fait, c'est vrai que étant boulangerie bio, très spécifique, parce que c'est que de pain au levain, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas tout... Les croissants, on y revient. Pas chocolat. Non, mais c'est important parce que, par exemple, les banques traditionnelles, tout de suite, ils regardent des projets comme ça et ils disent non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un projet... il n'y a pas la pâtisserie, il n'y a pas la viennoiserie, que pour eux, c'est justement non. Et en fait, avec la nef, voilà, il y a cette opportunité qu'ils voient vraiment les côtés éthiques. Et c'est ça aussi que j'avais pu parler avec des autres collègues, c'est que c'est vraiment en fait un lien avec la nef. Parce qu'on rencontre en fait les banquiers et qu'en fait, ils deviennent vraiment aussi des collègues parce qu'ils connaissent très bien notre projet, ils connaissent les autres collègues. Et c'est ça qui est simple, en fait, qui sont vraiment en lien avec toi tout le temps. Et ça, tu ne le trouves pas, en fait, dans une banque classique. Et ouais, pareil, en fait, on a parlé, je pense que c'est un peu à bouche-oreille, parce qu'on parle beaucoup avec les autres collègues qui ont un peu les mêmes types de projets. Et voilà, en fait, c'est sympa d'écouter en fait, oui, il est venu me voir. Ah, sérieux? Ah, mais c'est trop bien. Et c'est ça, en fait, c'est simple, en fait, d'aller voir que vraiment, il y a quelqu'un qui est intéressé par ton projet, qui n'était pas qu'un chiffre, en fait, en plus. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui te soutient. Et que aussi, c'est simple aussi de savoir qu'il y a d'autres personnes qui bougent dans les mêmes cercles. Circuit. Et c'est ça, en fait, la nef qui m'a donné, c'est rencontrer cette personne et savoir que, voilà, qu'il y a tout qui a une fluidité pour savoir les bilans de carbone, en fait, des autres sociétés, pour voir les autres projets qui sont en train de se former. Et ouais, et ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi entre collègues boulangers ou des autres établissements, surtout dans mon cas, la restauration, tout ce qui est épicerie.
Et moi, je suis vraiment très contente. Enfin, j'ai fait les meilleurs choix. Merci Maïe, ça donne envie de rejoindre la Nef en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse. Alors Victor, tu le disais, ça fait 16 ans maintenant que tu travailles à la Nef et j'imagine que chaque projet que tu as accompagné, tu as été heureux de les voir se développer, grandir et de mesurer également l'impact social puisqu'ils peuvent aussi générer de l'emploi. Est-ce que tu as un projet en tête que tu as particulièrement apprécié et pour lequel tu as aimé suivre le développement ? Moi, j'avais financé c'était une épicerie qui se trouve à la Ricamarie dans la Loire, donc un quartier qui est un peu, entre guillemets, en difficulté, désœuvré, et c'était une épicerie bio qui faisait de la boulangerie, et ils avaient monté un petit projet avec une personne principalement, mais ils étaient 2 ou 3, et cette structure elle a perduré. Ensuite, ils ont déménagé. Ils se sont installés dans un local bien plus grand. Ils étaient sous forme Biomonde, donc c'était une structure qui permettait de faire des épiceries bio. Et ils sont passés sous forme Biocoop. Ils ont créé une SCOP sous la forme Biocoop. Et aujourd'hui, ils emploient 12 personnes. Il y a les clients de cette structure qui ont créé une autre société sur laquelle ils collectent du capital qui permet de financer des agriculteurs qui produisent et qui fournissent la Biocoop. La boulangerie a été séparée, mais elle est toujours dans l'activité. Et ils ont développé dans l'activité de boulangerie de l'insertion pour des personnes handicapées sur le métier de boulanger. Et en fait, ils ont vraiment créé un microcosme à cet endroit-là. Sur plein de choses, c'est-à-dire que la boulangerie, les maraîchers, la vente bio, mais aussi la réhabilitation d'une petite zone d'activité où il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est vraiment, moi j'y passe régulièrement et je me dis quand même on a un peu changé les choses dans le quartier, quoi. Est-ce que cela vous arrive de réunir l'ensemble des projets pour que les différents emprunteurs, porteurs de projets puissent se rencontrer ou que les sociétaires épargnants puissent rencontrer les projets qu'ils ont financés, qu'ils ont contribué à financer? Oui, alors il y a 2 choses. Il y a les randonnées qu'on appelle. Donc c'est une balade où on va voir avec les sociétaires les différents emprunteurs. Donc c'est pas dans toutes les villes. Là, on en a fait à Lyon, on en fait 2 par an. La prochaine est le 18 novembre. Et l'idée, c'est que nos sociétaires épargnants puissent rencontrer les emprunteurs. Et en parallèle, sur Lyon, on est en train d'essayer d'organiser un petit déjeuner des emprunteurs, où l'idée, c'est de créer du réseau autour des emprunteurs. Après, comme on est on est sur tout le territoire français, j'ai des collègues banquiers itinérants qui sont tout seuls sur un territoire, sur un département, et c'est toujours plus complexe que nous qui sommes entre guillemets au siège d'organiser des choses avec tous les emprunteurs, mais bon voilà, c'est des choses qu'on souhaiterait effectivement amener. Yvan, on entend de plus en plus parler de la Nef. On a pu suivre, grâce à Maïe, grâce à Victor, les évolutions de cette banque. Aujourd'hui, vous vous mobilisez autour d'un mouvement que vous appelez le Big Bank. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur la définition et sur les tenants et les aboutissants de ce mouvement sur lequel vous travaillez déjà depuis plusieurs mois. Alors, effectivement, le Big Bank, c'est un petit jeu de mots, certains l'auront compris, avec le Big Bang, c'est-à-dire ce moment où il y a eu une énergie assez créatrice, notamment dans l'univers. Et là, l'idée du Big Bang, c'est que la Nef fait un petit peu sa révolution et se projette vers son projet de banque éthique autonome, de première banque éthique autonome en France. C'est cela que ça veut dire, et c'est pour ça que nous avons mené une campagne depuis l'an dernier pour expliquer aux citoyens notamment, mais aussi aux professionnels, aux institutionnels, l'importance et l'intérêt d'avoir une banque éthique autonome en France. Et c'est peut-être intéressant de s'arrêter sur peut-être 2 aspects. Le premier, c'est une banque autonome. Aujourd'hui, la Nef, c'est une petite banque à l'échelle des grands groupes bancaires. Il faut savoir que les 6 grands groupes bancaires en France représentent plus de 80% du marché. Autant dire que c'est vraiment des méga banques. Si nous, on est une petite banque, eux sont des méga banques.
Et donc, être une banque autonome de taille modeste en France, c'est déjà en soi un challenge. Il y en a très peu qui existent. Et on peut croire avec ce qu'on appelle d'ailleurs de façon plutôt malheureuse des néobanques, on peut croire qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se créent, mais en fait, ce ne sont pas des banques. Elles ne sont pas établissements de crédit. Elles ne peuvent pas utiliser de l'argent dans tout un circuit pour le reprêter à des projets. Et donc, une petite banque autonome en France, c'est déjà un gros challenge et c'est un des challenges de la nef. Mais évidemment, ce n'est pas le seul. Et la nef ne prétend pas vouloir être une banque autonome en France. Elle veut être une banque éthique, c'est-à-dire de poursuivre ce qui la meut depuis maintenant plus de 30 ans, c'est-à-dire d'être dans un circuit court, d'être dans la transparence, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, et donc d'avoir en gros une alternative à proposer à chaque citoyen qui se dirait bah tiens, si je veux mettre mon argent, que ce soit mon compte courant ou mon épargne, ou si j'ai un projet d'investissement quel qu'il soit, comment je peux et s'il est éthique, si j'ai envie que cet argent serve à quelque chose, où est-ce que je peux le mettre? Et voilà. Et donc le projet de la nef, c'est tout simplement que pour la première fois en France, puisse exister un établissement de ce type. Et on dit première banque éthique puisque nous existons depuis plus de 35 ans, mais pour être clair, nous étions pas encore complètement autonomes et donc nous n'avons pas la capacité de développer tous les projets que nous souhaitons. Être autonome, c'est être responsable complètement à 100% et donc de pouvoir proposer demain, après-demain, des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouveaux services, avec toujours cette petite touche d'éthique qui fait la différence de la nef aux citoyens. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des structures équivalentes à la nef dans d'autres pays européens? On va se cantonner à l'Europe, c'est déjà suffisamment vaste. Est-ce qu'on observe des banques éthiques qui seraient complètement indépendantes? Alors oui, et même si on fait une cartographie notamment de l'ouest de l'Europe, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a des banques éthiques dans tous les pays, sauf en France. C'est donc plutôt en France qu'il y a une anomalie. Alors, il n'y en a pas 10 par pays, mais vous avez en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, donc vraiment dans tous les pays limitrophes, et évidemment à d'autres endroits, il y en a également en Grèce, au Danemark, en Suède, des banques éthiques qui sont nées à peu près à la même époque que la nef, c'est-à-dire au tout début des années 80, mais avec disons que la dimension réglementaire et de concentration des banques n'était pas la même dans les autres pays. C'est-à-dire que quand vous montez en banque aux Pays-Bas en 1980, vous avez directement à ce moment-là, ou en Allemagne, une licence bancaire complète où vous avez un compte courant pour les particuliers, vous pouvez faire du crédit, des choses comme ça. En France, à la même époque, c'est une loi bancaire loi bancaire de 1984. C'est vous voulez être une banque, mais oui, mais il vous faut un garant. Ce garant, il faut que ce soit un des grands groupes. Voilà. On était déjà dans une logique de concentration qui peut expliquer la différence entre des banques qui sont, comme vous vous posez la question, déjà indépendantes aujourd'hui dans les autres pays, et le fait que la nef ait été un peu sous coupole depuis 30-35 ans et qu'elle acquiert seulement maintenant son autonomie. Et il est important peut-être de souligner que ces banques éthiques en Europe, elles se sont regroupées autour d'une fédération qui s'appelle la FEBA, la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, avec cet objectif commun de dire si vous êtes une coopérative, si vous promouvez la transparence dans les financements, si vous ne faites que des financements écologiques, sociaux et culturels, si vous avez une lucrativité limitée qui est inhérente à votre projet, alors vous pouvez faire partie de ce mouvement des banques éthiques. Et donc, on a notamment une petite capacité de lobbying, notamment de pouvoir faire un peu de plaidoyer en disant, voyez, les banques éthiques, c'est pas toujours facile, mais on a vraiment un vrai objet social, un vrai intérêt général dans ce que l'on fait. Et donc, essayez de nous considérer, nous, banques éthiques, comme ayant aussi un projet social et pas uniquement comme une banque avec toute la régulation, même si évidemment il faut de la régulation, mais avec un peu plus de proportionnalité, en tout cas, que ce qui est le cas aujourd'hui. On comprend bien l'enjeu de ce mouvement Big Bank. Est-ce que les auditeurs et auditrices du podcast peuvent agir pour soutenir le mouvement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à fait. Alors, le mouvement s'était lancé en octobre 2022 et on peut appeler ça une saison 2 qui démarre là, en novembre de 2023, avec vraiment cette idée de dire qu'on est tout près
d'acquérir cette autonomie. On espère avoir une réponse des autorités de régulation dans les semaines qui viennent. Et on a toujours autant besoin que des citoyens nous rejoignent, qu'on fasse masse, qu'on soit de plus en plus nombreux à exprimer ce souhait et ce besoin d'une banque éthique. Et on a besoin que ces citoyens qui nous rejoignent viennent en mettant du capital dans notre coopérative. Nous sommes une coopérative aujourd'hui détenue par nos 47 000 sociétaires. Il y en a quand même 6 000 de plus qui nous ont rejoints cette année dans la première phase du mouvement Big Bang. Et tout cela se font tout ce capital humain finalement avec ces sociétaires qui nous rejoignent et ce capital financier quand ils apportent quelques centaines ou quelques milliers d'euros en capital nous permet d'être beaucoup plus solides, de faire face à tous nos aléas, à toutes nos difficultés, nos crises, mais aussi nous permettent aussi et surtout de prêter plus à des projets écologiques, socioculturels. On met beaucoup plus d'argent dans le circuit de l'économie solidaire si on a plus de capital. Donc cette recherche de fonds propres, c'est l'autonomie et c'est aussi la capacité d'agir de façon beaucoup plus importante. Et donc si vous souscrivez au pack Big Bang, vous pouvez prendre un petit peu de capital, ouvrir un livret à la nef et si vous le souhaitez, vous préinscrire à notre futur compte courant pour les particuliers puisque ce sera un des produits qui sortira dès qu'on pourra être autonome. Merci Yvan pour ces précisions. Pour conclure cet épisode, j'aurais aimé que vous nous partagiez un projet qui, pour vous, est emblématique et qui aurait été soutenu par la nef à ses débuts. Donc, Maïe, est-ce que tu penses à un projet en particulier que tu pourrais partager avec les auditeurs et les auditrices ? Moi, je connais pas mal des projets en boulangerie et des épiceries aussi, mais il y a un projet que moi j'ai connu en fait grâce à la nef et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Et en fait, c'est les baskets, c'est déjà. Et en fait, non, mais vraiment, il faut le dire parce que je pense que ça parlait à tout le monde. Comment c'est possible que déjà a été aidé au début par la nef. Et ça, c'est génial, parce que finalement, c'est pareil, c'est un projet éthique, social, et qu'il n'y a que la nef qui a cru, en fait, au début déjà. Donc ça, pour moi, c'est un projet assez sympa, parce que c'est un gros projet, et évidemment, il y a des petits projets qui sont ultra sympas, mais je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Beau projet. Moi, c'est celui que j'avais en tête. Merci la nef pour ça. C'est un peu plus des baskets, c'est cool. Ok. Donc Magé, tu m'as piqué mon idée. Non, je rigole. Mais je me permets. En 2005, je venais d'arriver à la nef et déjà on l'avait financé quelques mois avant et on parle d'un financement à l'époque, je ne sais plus si c'était 15 000 ou 18 000 euros, mais on parle de financement tout petit. Mais forcément, quand on qu'on crée des baskets, on n'a pas forcément d'énormes besoins et il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y croit. Et donc, voilà, c'était à mon début. Et dans le même style, quand je venais d'arriver, donc on venait de financer déjà, mais on venait aussi de financer un an avant l'entreprise Ethicable, qui est donc connue notamment pour son café et son chocolat, mais pour pas mal d'autres choses. Et c'est pareil, on avait fait un prêt de, je crois, moins de 20 000 euros. Et c'est aujourd'hui une entreprise très importante qui garde des valeurs coopératives extrêmement fortes, qui relocalise tout ce qu'elle peut en termes de production et qui tout ce qui est fait en dehors de France est lié à une très forte idée du commerce équitable et du partage et de la co-création de filières. Ils sont quand même au fin fond du Gers et on se dit comment ils arrivent même à avoir autant de cerveaux, de personnes qui ont envie, qui restent travailler là-bas. Et moi, j'étais allé pour l'inauguration de leur usine l'an dernier et leur chocolaterie, c'était génial. Tous les hommes et les femmes politiques se précipitaient. Voilà. Et ça, pour moi, c'est des projets emblématiques qui ont commencé avec la nef, tout petit, comme Veja, et qui aujourd'hui sont vraiment des modèles de garder du sens tout en étant des belles boîtes que tout le monde pourrait financer, toutes les banques pourraient financer parce qu'ils sont tout à fait bankable, quoi. Il me semble que Christophe avait parlé de la nef quand j'ai enregistré un épisode avec Sûrement. lui pour expliquer que c'était les premiers à les avoir soutenus. Et moi, je présenterai un autre projet, mais qui est beaucoup plus récent. En fait, on travaille beaucoup sur la bio, sur plein de choses, et on travaille aussi sur la mobilité. Et on a financé juste à côté d'ici
À Lyon, pardon, juste à côté alors c'est à Villeurbanne pour le coup, un espace de travail partagé pour des entreprises autour de la vélomobilité, enfin de la mobilité douce en général, qui s'appelle le Grand Plateau. Et c'est avec la métropole un lieu qui a été mis à disposition pour que tous les acteurs autour du vélo, enfin vélo et mobilité, puissent se réunir et travailler ensemble. Et dans ce lieu-là, il se trouve qu'on avait déjà financé un certain nombre d'entreprises qui sont venues s'installer là. Et donc, ça a vraiment concrétisé le travail qu'on avait mené depuis plusieurs années. Voilà, on a monté une sorte de cluster autour du vélo et on a participé. Et on est très fiers d'avoir participé à ça, puisque potentiellement, d'ici quelques années, ça sera le renouveau de la mobilité. Génial, je mettrai tous les liens dans la barre de description de l'épisode. Merci beaucoup à vous, c'était très intéressant d'échanger, c'était plein de bonne humeur. J'espère que ça a plu aux auditeurs et aux auditrices, mais je n'en doute pas. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.